Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être là. Alors, c'est pas très pratique, hein, comme la coupe de la chemise n'est pas exceptionnelle. Donc, en avant-propos, je voudrais commencer par dénoncer l'organisation d'Agile Grenoble, qui a fait preuve d'une censure éhontée à propos de cette conférence. En effet, il ne s'agit absolument pas de l'agilité pour les nuls, mais bien de l'agilité c'est nul. Hein, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Les gens qui veulent sortir, bon, le MINA a fermé les portes à clé, donc je vous remercie. Ah, pas tout à fait, non, dommage. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a plusieurs problèmes. Je tiens aussi à vous informer que certaines entreprises soutiennent l'agilité. Il faut apprendre à les reconnaître, hein, il faut vous en méfier, c'est très important. Sans eux, cet événement n'aurait pas lieu, il n'y aurait pas d'agilité à Grenoble aujourd'hui. Donc il faut apprendre à les reconnaître, hein, c'est très important. Alors aujourd'hui, le sujet est justement de comparer cette agilité, celle qu'on promet pour demain, qui appartient au passé, vous allez le voir, à, comme je l'ai promis, une méthode infaillible, hein, que j'ai moi-même mis en place, la folle agitation. Donc je suis le docteur Torlin Folle Agile, et je vais aujourd'hui vous proposer de comparer cette agilité à la folle agitation. Alors, cela vous paraît nouveau, la folle agitation, vous allez voir que je suis sûr que vous la connaissez déjà un petit peu. Est-ce une découverte? Alors, pas vraiment. Hein. L'agilité, en 2001, des 7 informaticiens se sont réunis pour écrire le manifeste agile, n'est-ce pas, qui a été mis à jour en 2020, la dernière fois. Mais ce n'est pas non plus tout à fait nouveau. Dans les années 90, le Lean, pour ceux qui en ont entendu parler, a été conceptualisé, en tout cas plus écrit. Il venait lui-même du Toyota Product System des années 50. Mais si on remonte encore bien au-delà, l'artisanat utilise l'agilité, comme vous pourriez la nommer, depuis fort longtemps, hein, depuis des milliers d'années, puisqu'on en revient à créer de la valeur avec le minimum de ressources. Et donc l'artisanat est complètement dans cette optique-là. On pourrait baser tout cela sur le pragmatisme. Avez-vous une définition du pragmatisme? Est-ce que ça vous parle? On parle de pragmatisme, on en parle souvent, mais qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que vous avez une idée d'une définition? Vous avez une définition peut-être à me proposer? Quelqu'un? Quelque chose de simple qui marche. Ouais, c'est intéressant, quelque chose de simple qui marche. Autre chose peut-être? Alors, j'ai lu une définition qui était très intéressante. N'est vrai que ce qui fonctionne réellement. C'est intéressant. Donc on voit la dernière mise à jour du manifeste agile, date de 2020, donc c'est déjà un petit peu daté. Aujourd'hui, en avant-première, nous allons vous proposer et nous allons vous montrer le manifeste folle agile. Donc conceptualisé en 2023, donc par là même, c'est quelque chose de beaucoup plus moderne. On est déjà dans l'agilité de demain, la folle agilisation. Mais ce n'est pas nouveau non plus. Hein, 1880, le taylorisme, l'organisation scientifique du travail. Est-ce que ça vous parle, l'organisation scientifique du travail? Ah, qu'est-ce que c'est le concept de l'organisation scientifique du travail? C'est de séparer ceux qui font, les exécutants, hein, c'est bien de les nommer comme ça, des sachants, ceux qui pensent le travail. C'est très intéressant. Là, on avait quelque chose sur la folle agitation qui est déjà très très implanté. Mais c'est pas nouveau non plus. Hein. La bureaucratie, le management pyramidal, on est complètement dans la folle agitation. Vous voyez que vous connaissez peut-être un petit peu déjà. Hein, ça rigole moins. Basé sur l'autoritarisme ou le bordélisme. Ce sont les deux fondements de la folle agitation. Ah, vous connaissez peut-être un petit peu? Non? Ça vous parle un petit peu plus peut-être. Hein, ça n'avait pas été conceptualisé avant, mais ça existait déjà. Alors c'est quoi? L'agilité, ce n'est pas une méthode, contrairement à la folle agitation. Mais on entend souvent parler de ça. L'agilité n'est pas une méthode. Mais qu'est-ce que c'est une méthode? Hein, d'après vous? Qu'est-ce qu'une méthode? Non? Ah, c'est plus embêtant. On dit que l'agilité n'est pas une méthode. C'est bien. Alors j'ai demandé à un philosophe récent, ChatGPT. Une méthode est un ensemble d'étapes organisées pour résoudre un problème spécifique. Donc, bien sûr, l'agilité n'est pas une méthode. Alors que la folle agitation, vous allez voir, en suivant scrupuleusement les étapes qu'on vous propose, vous permettra à coup sûr de faire de la folle agitation. Ce n'est pas une mode, l'agilité. Effectivement, on a vu que ça existait depuis fort longtemps. Ce n'est pas non plus une religion. Il n'y a pas de gourou de l'agilité. Ou alors, c'est de la folle agitation. Bien sûr. L'agilité, ce n'est pas gagner du temps.
contrairement à ce que certains pourraient vous promettre. Non, alors que par contre, la foliagisation, oui, vous permet à coup sûr de gagner du temps. Il ne suffit de pas demander l'avis aux gens, on gagne du temps. C'est tellement facile. L'agilité, ce n'est pas dénigrer le reste. La foliagisation, c'est sûr que l'agilité, c'est nul, de toute façon. Donc la base de la foliagisation, c'est de dénigrer le reste. L'agilité, ce n'est pas l'imposer ou la décréter. La foliagisation, si on veut gagner du temps, il faut effectivement l'imposer et la décréter. C'est particulièrement important. Ça permet de gagner du temps. L'agilité, ce n'est pas le chaos, contrairement à ce que certains pourraient croire. Non, si c'est le chaos, c'est de la foliagisation. On est sûr d'être dedans. Oui, ça fonctionne très bien, ça marche dans les deux. L'agilité, ce n'est pas réservé à l'informatique, ce n'est pas réservé à certains domaines. La foliagisation, on peut la réserver, parce que c'est quelque chose de bien plus fun, n'est-ce pas? L'agilité, ce n'est pas dépendant de l'outil utilisé. Si vous utilisez Jira, vous êtes agile. Non, vous êtes folle agile. Ça n'a rien à voir. Bref, l'agilité, ce n'est pas la solution miracle à tous vos problèmes. Par contre, la foliagisation, bien sûr que si. Vous pouvez tout résoudre avec la foliagisation. Le manifeste agile. Ça vous dit quelque chose, peut-être? Oui. Il y a des gens qui se sont déjà penchés sur l'agilité, j'ai l'impression. Donc effectivement, c'est porté par 4 valeurs. Alors on a tendance à oublier que ce qui est marqué en rouge n'a pas aucune importance. Ça, on considère qu'il y a plus d'importance sur les individus et leur interaction que les processus et les outils. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'importance sur les processus et les outils. Les produits opérationnels, la collaboration avec le client, l'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan. D'accord? Avec les différentes déclinaisons, si des gens découvrent l'agilité, je vous encourage à aller voir ces 4 valeurs et les différents principes sous-jacents. Satisfaire le client en délivrant de la valeur tôt et régulièrement, accueillir le changement, même tard. Livrer fréquemment un produit opérationnel, les clients et l'équipe projet travaillent ensemble, quelle drôle d'idée. Construire des projets autour de personnes motivées, là encore, c'est dur à trouver, on sait bien. Privilégier le dialogue en face à face, oui, du télétravail. Un produit opérationnel est la principale mesure d'avancement. Encore, c'est discutable. Produit opérationnel, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on verra plus tard. Avancer à un rythme soutenable. Quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'idée. Soutenable pour qui? Il faut que ce soit soutenable pour le donneur d'ordre, surtout. C'est ça qui est important. Porter une attention continue à l'ensemble de la réalisation, à l'excellence de la réalisation. L'excellence de la réalisation. C'est uniquement le prix du client et le délai. Privilégier la simplicité, les équipes auto-organisées sont les plus performantes, et enfin, réfléchir à ces pratiques en les ajustant régulièrement. Voilà. Alors, ce dessin a été fait par une personne qui est un fervent opposant à la foliagisation. Il s'agit de Jean-Christophe Pagès, que je tiens à dénoncer encore ici, qui se bat régulièrement contre cela. Vous pouvez le suivre d'ailleurs, il appelle ça autrement, mais voilà. Aujourd'hui, donc, je vous ai promis de vous présenter le manifeste Folle Agile. En avant-première, 2023. Donc nous sommes bien plus modernes que l'agilité. On est d'accord, l'agilité demain, on est dans la folle agile. Ça. Alors, il n'y a pas 4 valeurs, mais il y a des D-valeurs. C'est quelque chose de très important. Alors, il y a 2 approches sur la folle agitation. Il y a une folle agitation active. Donc, une approche active. Donc, pas le temps de niaiser. Effectivement, on a dit on voulait gagner du temps. Planifier, c'est tricher. Et avancer sans se retourner. On veut gagner du temps. On est sur une approche très active. Peut-être l'avez-vous croisé déjà? Non? Ça vous dit quelque chose? Peut-être? Non? Et une approche plus passive, qui est le temps résout tous les maux. Choisir, c'est mourir. Et la collaboration, seulement en temps de guerre. Bien entendu, il y a aussi 12 principes sous-jacents. Ça fonctionne pareil, c'est merveilleux. Alors, valoriser l'individu, ses certifications et ses diplômes. Ça, c'est un fondement. D'ailleurs, et si possible, les mettre en avant. C'est intéressant. Personne qui a des certifications est de fait, naturellement qualifié pour faire quelque chose. Livrer n'importe quoi tant que c'est à l'heure. D'ailleurs, sur le dessin, c'est clair. On a une petite pyramide, on livre un rond, c'est pas grave, on est dans le timing. D'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Contrôle le respect du planning par ses employés. Là, il y a une petite faute de frappe. C'est pas grave, ça marche quand même. Ça, c'est important. Le planning, ça se respecte. Oui, sinon pourquoi on en ferait? Qui est-ce qui fait du planning ici? Peut-être? Personne? Bien. S'approprier le sujet de ses équipes.
Ah oui, ça c'est important. L'appropriation. Être capable d'incarner une bonne idée qui vient de quelqu'un d'autre. Faut être capable de la faire vivre. Éliminer les récalcitrants et autres amuseurs. On n'est pas là pour rigoler. Palabrer plutôt que trancher. C'est intéressant de remettre en question toujours et encore. C'est quelque chose d'important. Alors, on est plus sur une approche passive, vous l'aurez reconnu. Privilégier l'envoi de mails au contact humain. Si possible, plier les yeux, dans le cas de voix comme celui-ci. D'accord. Séparer les exécutants et le management dynamique et instruit. On l'a vu tout à l'heure, le taylorisme était basé là-dessus. C'est quelque chose d'extrêmement important. Moins il y a d'interaction, mieux c'est. Effectivement, on privilégie la simplicité dans les contacts humains, on évite qu'ils se rencontrent. La distance est parfaite pour cela. La discipline avant tout, évidemment. On est plus dans une approche active, n'est-ce pas? Et enfin, demander toujours plus. Voilà. Donc, vous avez en avant-première ce manifeste Paul Agile. Alors, pour pouvoir utiliser les bons outils, certains agilistes vous diront qu'il faut définir la problématique. Parce que tous les problèmes se valent. Alors, certains d'entre vous connaissent peut-être le principe de Cunevun. Cunevun parce que, évidemment, c'est un Gallois qui l'a fait et ça ne se prononce pas comme tout le monde. Dave Snowden. Il y aurait des problématiques simples, selon les agilistes et Dave Snowden. Donc les problématiques simples, c'est une relation directe de cause à effet. Si on voulait mettre un jeu là-dessus, ça pourrait être le morpion. On fait quelque chose, on a directement une conséquence. On est dans les meilleures pratiques. Les problématiques compliquées. Il y a plusieurs effets à une seule cause, et les relations peuvent être cachées. On est dans les bonnes pratiques de l'expert. Un jeu qu'il symbolise pourrait être le jeu d'échecs. C'est quelque chose de compliqué. Un autre type de problématique, la problématique complexe. Il y a des causes, des effets, il n'y a pas de lien direct entre chacune. D'accord? On est dans le jeu de poker. C'est pas parce que quelque chose a fonctionné hier qu'il fonctionnera aujourd'hui. On est dans les problématiques humaines, par exemple. Certains cadres de travail agiles se prêtent, en tout cas prétendent se prêter à ce type d'action. Et enfin, on aurait des problématiques chaotiques. Il n'y a pas de relation directe de cause à effet. On est par exemple dans une explosion d'usine, dans une situation d'urgence. On agit d'abord et on va voir ce qui se passe ensuite. Évidemment, ces relations ont pour but d'évoluer. Elles peuvent être au début chaotiques, on va traiter une explosion et ensuite on va essayer de la traiter autrement. L'agilité prétend que chaque problématique doit avoir son outil. Quelle aberration. Un certain inventeur de pyramide, je vois que ça s'appelait Maslow, a dit que si le seul outil dont on disposait était un marteau, on pouvait traiter chaque problème comme un clou. Il n'a pas dû tenir beaucoup de marteaux. En tapant suffisamment fort, n'importe quoi rentre. Il suffit d'y mettre un petit peu de volonté. D'ailleurs, si ça marche ailleurs, ça marchera chez nous. Ça vous fait sourire. N'est-ce pas? Alors, certaines personnes appellent cela le cargo culte. Le cargo culte, on pourra expliquer en dehors de la session ce que ça peut représenter. Mais si ça marche ailleurs, ça marchera chez nous. Évidemment, personne n'est sensible à cela. Évidemment. N'est-ce pas? Si j'achète la machine à café, je serai aussi beau qu'eux. Si j'achète la bonne voiture, si j'achète les bonnes chaussures, je serai aussi rapide qu'eux. Non, bien sûr, la follagisation dans toute sa splendeur. D'ailleurs, regardez, j'ai acheté du Hugo Boss, je suis aussi beau que le jeune homme là. Je ne sais même pas qui c'est. Et oui, des gens payent pour faire de la publicité, des gens payent pour la regarder, ça s'appelle la redevance télé, vous vous souvenez, vous verrez, ou payent une place de cinéma pour regarder de la pub qui leur vante les mérites de quelque chose qui les rendra aussi beaux qu'eux. N'est-ce pas? Un petit peu de lien. Alors, je vous propose de regarder un petit peu la différence entre une structure agile et une structure folle agile. Comment travaille-t-on ensemble ou comment évite-t-on de travailler ensemble? On pourrait mettre deux axes. L'axe de l'autonomie, des gens qui travaillent, et l'alignement, avec une vision du produit. On en parlera après de la vision. Alors, s'il y a peu d'alignement et peu d'autonomie, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, on est dans le micromanagement. Alors, le taylorisme se satisfait parfaitement de cette situation. On est vraiment dans ce monde-là.
Si on a beaucoup d'alignement, l'objectif est clair, mais peu d'autonomie. Pour traverser cette rivière, construis-moi un pont comme ça. Ça s'appelle de la bureaucratie. On est dans le culte de la conformité. C'est-à-dire que les gens doivent se conformer à un certain fonctionnement, à certaines procédures. Ne vous trompez pas, on peut avoir d'excellents résultats avec cela. Hein. Ça marche, la bureaucratie. Si, je vous assure, ça existe. Si à l'inverse, on a énormément d'autonomie, mais très peu d'alignement. J'espère que quelqu'un pense à ce problème de rivière. Bien. On est dans la culture du chaos. On espère que quelqu'un va prendre l'initiative pour que cela fonctionne. Dans les startups, on rencontre beaucoup ce genre d'événements de fonctionnement. Hein. On veut laisser de l'autonomie, mais on a oublié de dire où c'est qu'on voulait aller. Ça arrive. Ça arrive. Et enfin, une case que j'aime pas trop, beaucoup d'autonomie, beaucoup d'alignement. Nous devons traverser la rivière. Je vous laisse trouver comment. Bon. Bien sûr de ne pas faire comme je voulais. Hein. On est dans le management participatif, la culture de la collaboration, et patati et patata, toutes ces sornettes. Bien. Donc vous l'aurez compris, la législation fonctionne très bien dans la bureaucratie, dans le micromanagement, dans le chaos. L'agilité, preuve que c'est bien moins efficace, ne fonctionne que dans une case. C'est une fois sur 3, une fois sur 4, je vous laisse faire les statistiques. Donc c'est bien moins efficace, puisque ça fonctionne quand même mieux avec le management participatif. Il y a la preuve mathématique que la législation est supérieure. Bien, alors, une équipe agile. On va vous apprendre à les reconnaître. Hein, c'est important, pour ne pas vous laisser embringuer dans des situations qui pourraient vous faire souffrir. Tant qu'une équipe agile est constituée d'un ensemble de personnes qui possèdent toutes les compétences nécessaires à réussir un projet, patati patata, ça a été marqué, je crois, dans les années 90, dans un truc qui s'appelle le guide de la mêlée, ou un truc comme ça. Ne le lisez pas, ça sert à rien, de toute façon personne ne le lit. Surtout ceux qui l'appliquent. Ensuite, elle doit être pluridisciplinaire afin d'éviter les silos. Elle doit être réduite de 3 à 10 personnes. C'est moins drôle. Elle doit être colocalisée. Loin des yeux, loin du cœur. N'est-ce pas? Stable. La confiance prend du temps, ça s'améliore ici. Alors, voilà. Quand on en revient à la chose, ça ne fait pas gagner du temps, hein, on est bien d'accord. Elle doit être engagée, j'ai envie d'être ici avec les autres sur ce projet. Ça sous-entend qu'il veut leur demander leur avis. C'est le début des problèmes. Hein. Respectueuse, j'accepte qui tu es. Donc en plus, il faut qu'elle se choisisse elle-même, idéalement. Pourquoi pas? Bienveillante. Comment puis-je t'aider? Quelle niaiserie. Coopérative. L'objectif commun passe avant les objectifs individuels. Vous avez déjà vu des entreprises avec des objectifs communs plutôt qu'individuels? Je vous laisserai regarder vos différents KPI dans vos sociétés respectives. Auto-organisée. Elle décide de l'organisation de ses propres activités pour atteindre des objectifs fixés. C'est pénible. Autour d'une vision commune. Ah, on en reparle de la vision. Et pour être performante, elle doit être en plus soutenue par son management, par ses sponsors. Ça fait beaucoup de conditions pour que ça fonctionne. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas toujours. Une équipe folle agile. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Une équipe folle agile est là parce qu'on lui a dit d'être là. Donc c'est beaucoup plus simple. On gagne du temps. Première étape. Elle doit être spécialisée ou remplie d'inaptes. C'est pas grave. Ça marchera pareil. Soit on fait des silos, soit ça fait des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Ça marche. Maximal. Plus on est de fous, plus on rit. Le dicton, c'est pas pour rien. Éclaté. Alors, l'éclatement des équipes, ça permet d'éviter les conflits. L'usure de la proximité. Hein, on connaît ça dans les couples, et ben ça marche pareil pour les équipes. Plus on est éloigné, moins on a risque d'éclatement. Ah oui, quand même, on prend soin de nos équipes pour législation. Hein. En mouvement perpétuel. Vous connaissez l'adage, changement d'herbage, réjouit le beau. Ça marche peut-être moins en ville, ça marche mieux à la campagne. Préservé, car peu impliqué, effectivement. Des équipes qui sont peu impliquées résistent beaucoup mieux à l'échec. Elles sont beaucoup moins concernées. Donc, ça fonctionne. Voilà. Pointilleuse. Ça, c'est quelque chose d'important. On peut toujours faire mieux. Surtout si on le dit aux autres. Tu peux faire mieux. Prévenante. Je préfère faire moi-même. C'est le plus efficace. Compétitrice. Alors, ça c'est très important pour obtenir la performance. Il faut que chacun soit en compétition avec son voisin, surtout dans les équipes.
Et enfin, cadrer. Une équipe qui décide de faire du temps. Si tant est qu'elle soit capable de le faire. Et donc tout ça, centré autour de la confiance du guide suprême. On appelle ça manager, si ça marche, ça dépend des entreprises. Et bien sûr, cela ira plus vite. Vous connaissez l'adage. Hein, une étude? Non, il n'y a pas de suite. Bien sûr. Donc, nous avons parlé de vision. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vision? On parlait des visions. Alors, il y a des visions de projet, il y a des visions d'entreprise, mais il y a quelques points communs. Donc, il est devant, favorable à celui qui ne sait où il va. Sénèque, ça fait bien, c'est toujours bien de mettre un philosophe du XXIe siècle. C'est quoi? Pour les agilistes, la vision, c'est la raison primordiale pour laquelle on crée le projet, ou dans la direction dans laquelle on va. Elle doit apporter une valeur. Un moment. Sauver le monde, c'est compliqué. En tout cas, ça va être compliqué peut-être avant. Pourquoi la définir? Alors, plusieurs raisons. Pour fournir un objectif continu dans un monde qui évolue. Ça permet l'alignement des équipes. Pour participer éventuellement à définir ce que pourrait être la qualité d'un produit. Dans le Lean, la qualité, c'est juste ce que le client souhaite, sans plus. Pour que tout le monde serve le même but. Ah, il y a la difficulté des objectifs personnels, mais bon. Pour permettre l'autonomie dans la prise de décision, si les gens savent où ils vont, ils n'ont même plus besoin de vous demander. C'est le début de la fin. Ouais. À quoi servent les managers de proximité à partir de là? C'est triste. Et enfin, pour donner du sens. Il n'y a pas besoin de sens pour les gens. Hein. De toute façon, c'est un sens unique. Elle doit être partagée en plus. Vous imaginez la somme de travail qu'il faut pour définir cette vision. En plus, la partage. Et donc, en décrivant la motivation derrière le produit, derrière le projet, derrière l'entreprise. Bien. La vision faut l'agir. C'est un slogan. Déjà, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi la définir? Pour faire croire qu'on sait où on va? Ça peut être utile, des fois ça rassure. Hein. On prend soin de nos gens quand même. Pour bien vendre notre produit, notre projet, à nos équipes, pour éventuellement avoir les bonnes personnes, pour améliorer notre image, des visions pour améliorer l'image, on va en reparler. Et surtout, comment en vendre du rêve. C'est quelque chose de primordial. Bien. Alors, je vous propose un petit exercice. Je vais vous proposer des visions d'entreprises qui existent, bien évidemment, et vous allez tenter de reconnaître de quelle entreprise il s'agit. Éventuellement, je vous laisserai pour vous-même vous dire si c'est une vision plutôt agile ou une vision full agile. Mais ça me regarde tout vous. Je n'ai pas les moyens d'engager des conseils avec des sociétés, surtout les tailles que je vous propose. Alors, vision ou slogan? Être la meilleure destination du monde pour découvrir beaucoup de valeurs et une sélection unique. Une idée? Dubaï. Intéressant. C'est intéressant, je note. On va peut-être leur proposer. Vous travaillez dans le marketing, là? Peut-être. C'est idée. Ah. Bon, pourquoi pas? Pourquoi? Notre objectif est d'organiser les informations à l'échelle mondiale pour les rendre accessibles et utiles à tous. Google, bravo. Vous avez trouvé. Rendre durablement le plaisir et les bienfaits de la pratique du sport accessibles au plus grand nombre. Ah, bravo. Est-ce qu'ils la suivent? Plutôt, effectivement. Est-ce que leurs produits répondent à ça? Ils rendent le plaisir et les bienfaits de la pratique du sport, pourquoi pas, en tout cas accessible au plus grand nombre. Est-ce qu'ils le rendent durablement? Je vous laisse en penser ce que vous souhaitez. Apporter à chacun la liberté de se déplacer facilement en préservant la planète. Ouh. Il y a des gens qui sont forts, c'est bien. Vous êtes venus en train peut-être. Il paraît que maintenant je le dis dans le train. Voilà. Offrir à chacun une meilleure façon d'avancer, ça c'est quelque chose d'intéressant. C'est une vision qui est ouverte, non restrictive, une entreprise française. Non, pas EDF. Renault non plus, enfin, si vous en avez eu, vous comprendrez que c'est... Enfin bref. Tous les jours un bruit nouveau, oui c'est peut-être ça la vision. Blablacar? Non. Il s'agit de Michelin. Ah, c'est étrange. Une meilleure façon d'avancer. Et ils ne font pas que des pneus. D'ailleurs, si vous allez visiter leur musée, ils l'expliquent très bien dedans. Donc, ils ont fait les cartes Michelin, les guides Michelin, tout ce qui permet d'offrir une meilleure façon d'avancer. Et donc, c'est une vision qu'ils ont depuis très longtemps et qu'effectivement, ils appliquent. Devenir la major de l'énergie responsable.
Ne dites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Merci. Hein? Merci. C'est gentil. C'est évident. Et c'est ça qui fait peur. Quand vous me dites que c'est évident. Je ne juge pas. Mais la législation existe depuis longtemps, hein, je vous l'ai rappelé. Créer un meilleur quotidien pour le plus grand nombre. Le docteur Polagine. Non, c'est pas ça. Des idées peut-être? Le meilleur quotidien pour le plus grand nombre, rappelez-vous vos années d'étudiante. Ou pour ceux qui les ont quittées, évidemment. Ikea. Ah, effectivement. Un meilleur quotidien, il travaille avec des designers plus longtemps, pour le plus grand nombre, c'est relativement accessible et facile à déménager. Vous l'avez tous essayé. Exactement. Mettre en relation des professionnels du monde entier pour les rendre plus performants et productifs. LinkedIn. Bravo. Notre entreprise existe pour sauver la planète. Et paf, pour sauver notre planète, pas celle des autres. La nôtre. Alors, une idée peut-être? C'est réellement une vision d'entreprise qui a été édictée en 2018. Patagonia. Ah, Yvon Chouinard, le propriétaire et fondateur de Patagonia, avait une entreprise qui était évaluée à 3 milliards d'euros. Il en a fait don à la planète. Pas à ses enfants. C'est une réalité. Bon, la fondation qui maintenant dirige les fonds est tenue par un de ses fils, mais en attendant, il a réellement donné son entreprise à la planète. Donc une vision peut avoir vraiment une projection de l'ambition de l'entreprise. Mais, à voir si c'est un slogan ou une projection. Bien. Une rétrospective. Ah, alors. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Einstein. Einstein, un copain. La boucle feedback. Alors, pour être efficace en agilité, certains de l'agile vous diront que c'est important, voire même certains prétendent que c'est la base de l'agilité, de faire des boucles feedback, des rétrospectives. Qu'est-ce que c'est? C'est la réalisation, l'inspection, l'adaptation. Pour pouvoir inspecter, il faut être transparent, obtenir réaction du client, pour ceux qui n'ont vraiment que ça à faire. Pour pouvoir s'adapter, il faut accepter ce qui a été inspecté. Déjà accepter les frustrations. Et enfin, innover pour de nouveau retourner réaliser et rentrer dans cette boucle, qui, d'après eux, est vertueuse. D'après eux. Pourquoi faire? Pour apprendre rapidement, pour prendre du recul, et ne pas oublier d'être centré sur la vision. Certaines personnes peuvent avoir tendance à l'oublier, surtout si on leur laisse de la liberté. Et pour célébrer ce qui fonctionne. C'est pour ça que les agilistes passent leur temps à faire la fête. Bien. Peut-être que pour les plus anciens d'entre vous, cela dira quelque chose. Hein, la boucle PDCA ou la roue de Deming, qui n'était pas de Deming, il a participé. Donc, plan, do, check, act. On retrouve un petit peu des sensations, n'est-ce pas? Bien. Pour les agiles, c'est extrêmement important. La rétrospective folle agile. La folie, c'est de penser que les autres peuvent y arriver sans moi. C'est de moi. Bien sûr. Alors, la shame loop. Exécuter, contrôler, recadrer. Ça vous dit quelque chose peut-être? Oui. Ah ouais. Ah, je vois qu'il y a des gens qui sont inspirés. Très bien, très bien. Alors, exécuter. Pour pouvoir contrôler des rapports hebdomadaires, mesure de vélocité, pour ceux qui travailleraient dans l'informatique, ou mesure de rapidité, peu importe, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, il faut contrôler. Contrôle le fait, on identifie le fautif pour pouvoir le recadrer. Donc ça ne sert à rien. Et enfin, on use de la carotte et du bâton pour relancer la boucle. C'est très simple, mais ça marche, depuis longtemps. Alors, pour apprendre à obéir, pour aiguillonner l'équipe, ce terme-là, je ne l'ai pas inventé, hein. J'ai des clients, et certains utilisent ces termes-là. Et pour bannir l'échec, qui permet de progresser, évidemment.
Bien. Évidemment, la rétrospective doit rester optionnelle. C'est si on a le temps. Si on n'a pas le temps, on passe à autre chose. Mais si on l'a fait, il faut absolument appliquer ce fonctionnement-là, pour être sûr de vraiment ancrer des bonnes habitudes. Alors, on va vous donner quelques astuces pour reconnaître l'agilité si vous en croisez. C'est possible que ça arrive ces prochains jours. Donc pour mieux la saboter, évidemment. Bon, si vous croisez des équipes qui pensent que le tout est supérieur à la somme des parties, il faut que ça vous donne des indices. Qui partagent une vision. Qui partagent ensemble une vision. Qui pratiquent l'empirisme, c'est-à-dire qui recommencent souvent et qui essayent d'apprendre de leurs actes. Qui agit et qui n'oublie pas de finir. Parce qu'il y a des gens qui font penser qu'ils font de l'agilité et qui oublient d'agir, ou qui ne finissent pas. Ça, c'est fois l'agitation, hein. On est bien d'accord. Qui acceptent l'incertitude, qui avancent sans tout savoir. Pas que l'équipe, les managers aussi, les sponsors aussi avancent en acceptant de ne pas tout savoir. Ah oui, c'est rare, hein. On est d'accord, la sollicitation est bien plus courante, hein, c'est plus facile. Qui pilotent cette incertitude, qui l'acceptent et qui la pilotent en plus. Donc ils font les fameuses boucles feedback que vous avez eues avant, qui souhaitent rester alignés avec le client, comme s'il avait besoin de lui demander son avis, qui restent centrés sur la valeur. Bien. Qui cherchent à s'améliorer individuellement et collectivement. Là, à tous les coups, vous êtes en train de reconnaître de l'agilité. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Hein? Donc, des gens qui cherchent à associer l'humain et la rigueur. Là, on est sur quelque chose d'extrêmement négatif. En plein d'agilité. Ok. Voilà. Alors, quelques indices. Si vous parle de méthode agile, vous avez quelques pistes, hein, un petit biais de folle agitation. Bien. Alors, pour reconnaître tout ça, donc attention à arnaque. Ok. On fait gaffe à ça. Vous risquez d'en croiser quelques-uns ces 2 prochains jours. Méfiez-vous, ils sont partout. Enfin, ils sont partout. Plus ici que dans les entreprises, hein, mais on en croise. Ça peut arriver. Alors, l'agilité, effectivement, c'est à balancer. Nous avons, d'un côté, on vous l'a montré, la folle agitation active. Donc, faite de précipitation, de procédure et d'autoritarisme. D'accord ? Nous avons, de l'autre côté, la folle agitation passive, faite de procrastination, d'abandon et d'absence de vision. Et l'agilité qui cherche à se positionner en équilibre là-dessus, faite de valeurs humaines, de rigueur, pas oublier la rigueur pour arriver à respecter certains principes, en essayant d'avoir une vision. Le schéma montre clairement que c'est quelque chose d'extrêmement instable. Évidemment. Ça va forcément rapidement tomber d'un côté ou de l'autre. Même avec de la bonne volonté. La folle agitation est souvent plus forte. Donc l'équilibre, de toute façon, c'est l'ennui assuré. Non, c'est pénible, l'équilibre. Déjà, c'est dur à tenir, puis on finit toujours par s'ennuyer. D'accord ? Donc écoutez, je vous remercie pour cette présentation. J'espère que vous êtes convaincus par la folle agitation. Je suis sûr que vous en avez déjà rencontré, n'est-ce pas ? Il y avait des précurseurs, vous dites. Ah, c'est super. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur la folle agitation, sur l'agilité, ça peut arriver. Donc, il y a quelques minutes qui nous restent pour échanger autour de ce sujet. Peut-être avez-vous des exemples de folle agitation que vous avez croisés. Hein. Alors, aiguillonner l'équipe, c'est quelque chose que j'ai entendu encore récemment. C'est très très agréable d'entendre ça. On est absolument convaincu quand un donneur d'ordre nous dit qu'il ne faut pas hésiter à aiguillonner le chef de projet. Parce que c'est un jeune qui commence. Il ne faut pas hésiter. Aiguillonner, pour certains qui ne connaisseraient pas. Et aiguillonner, on fait ça avec le bétail pour le faire avancer. On le pique au cul. Clairement. Et il existe des aiguillons électriques. Donc aiguillonner, c'est vraiment ça le terme. On parle pas d'aiguiller, c'est bien aiguillonner, on pique au cul. Voilà. Alors, si certains de vous ont des questions, c'était une présentation qui permet de comparer un peu cette agilité avec la folle agitation. Vous vous rendez compte aujourd'hui que la folle agitation, vous la connaissez probablement. Est-ce que des gens ont déjà croisé la folle agitation peut-être au bras levé Ah, des gens n'ont jamais croisé, c'est intéressant ça. Ah, pratiquer même, ça c'est... J'ai des disciples de partout, c'est formidable. Écoutez, je vous remercie. Si vous avez des questions, voilà, il nous reste une petite dizaine de minutes pour échanger autour de ce sujet. Je vous en prie. Quand
comment va s'organiser l'ufologie Grenoble? Alors, l'ufologie Grenoble, effectivement, alors, aujourd'hui, j'ai du mal à trouver des sponsors, en tout cas, auprès de ceux qu'on a présentés tout à l'heure. Effectivement. Mais je compte un peu sur vous pour en faire la promotion, hein, et n'hésitez pas à trouver. Mais je pense que nous pouvons avoir des entreprises qui sont un peu intéressées, parfois même certaines qui prétendent vouloir faire de l'agilité pour le côté marketing, mais qui ont quelques difficultés. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous. Merci. Est-ce que vous avez publié un guide de la follogitation? Alors, on va y venir, probablement, effectivement. Et avec un recueil de mémoires, et je crois que même durant l'Agile Grenoble, je crois que certaines personnes qui ont croisé la follogisation peuvent commencer à rassembler ces souvenirs-là, et ne pas hésiter à les partager, hein, ça fait toujours du bien de sentir des moments de bienveillance comme ça, de follogisation. Est-ce qu'il y a un problème de réintroduction aux agilistes à l'utilisation Alors, décontamination? Effectivement, la folle agitation, comme on l'a vu hein, sur le slide, c'est pas très pratique. Hop. Effectivement, la pratique de l'agilité peut facilement basculer dans la folle agitation. Hein, parce que c'est quelque chose d'assez facile sur des bonnes intentions, et parfois même avec de bonnes volontés. Si on manque de rigueur, si on manque de vision, si on manque de valeur humaine, on peut facilement basculer dans la folle agitation. Oui. Est-ce que la rigueur n'amène pas de la procédure? Alors, il faut trouver un équilibre. Sans aucune rigueur, c'est le chaos. Avec trop de rigueur, on est dans la procédure. Mais il faut un minimum de rigueur pour ne serait-ce que tenir une rétrospective. La rétrospective, on n'a pas le temps. Donc si on ne se tient pas à certains... le cadre de travail que prône l'agilité, certains cadres de travail que prône l'agilité, peuvent être parfois adaptés, parfois, mais on ne peut, sans une certaine rigueur, on ne peut rester dans l'agilité. Si on commence à ne pas avoir de la rigueur quant à la bienveillance entre les personnes, je suis un peu raciste, mais je vous aime bien quand même. Non, ça marche pas. Ou sexiste, ça marche, hein, vous pouvez le mettre avec plein de sauces, ça fonctionne bien. Donc, effectivement, ça demande une certaine rigueur. Le Lean prône met beaucoup en avant cette notion de rigueur. L'agilité met beaucoup en avant la notion de valeur humaine, mais dans les deux cas, il y a un certain équilibre à trouver entre les deux. Aucune rigueur, ça ne fonctionne pas. On ne fait plus de planning, on ne fait plus de réunions, on ne fait plus de... On laisse faire les gens avec pas de vision, parce que c'est demande à suivre, une vision, on demande de la rigueur. Donc on ne suit plus rien, on tombe dans la folle agitation passive. Trop de rigueur, effectivement, il faut se méfier. Trop de rigueur, on peut tomber dans la folle agitation active. Donc on va remplacer, les gens vont commencer à mettre les procédures et les outils plus que les interactions. Mais c'est quand même un équilibre. Sans rigueur, je pense qu'il n'y a pas d'agilité. Une question. Pour faire de l'agilité, il faut absolument qu'il y ait une boucle de feedback avec le client, ou en tout cas le commanditaire, de façon régulière, ou est-ce que ça peut se faire sans le client? Alors, la présence du client, ça dépend toujours de certains cas. Beaucoup de gens travaillent dans l'Agile Grenoble, dans le développement logiciel. C'est intéressant d'avoir le client régulièrement. Déjà pour s'assurer qu'on ne dévie pas de la vision qu'il voulait avoir. Des fois, la vision peut être difficile à exprimer. Donc s'assurer que d'avoir le client permet d'être sûr de ne pas dévier de cette vision, d'être sûr qu'on lui apporte de la valeur régulièrement, et d'éviter cet effet tunnel. C'est-à-dire le fameux effet tunnel, c'est-à-dire qu'on rentre dans un tunnel, on ne sait plus où on va, on ressort, peut-être qu'on était au bon endroit, peut-être pas. Voilà. Après, certains cadres de travail prêtent mieux à avoir un client en permanence que d'autres. Lorsque vous achetez une voiture, l'usine ne vous appelle pas toutes les semaines pour savoir ce que vous en pensez de l'avancement. Non, vous avez acheté un produit, vous attendez, il est fabriqué à votre demande, hein, vous l'avez choisi avant, vous avez sectionné les choses. Je fréquente assez peu les concessions automobiles. Mais en attendant, vous choisissez votre auto avant, on ne vous appelle pas toutes les semaines pour vous tenir au courant, ou tous les mois pour vous tenir au courant d'où ça en est. Est-ce que la couleur que vous avez choisie était bien la bonne? Parce que si ce n'était pas la bonne, une fois que c'est fin, voilà, vous en découvrirez à la fin. Est-ce que ça s'y prête ou pas? Je fais souvent le parallèle de la construction dans le bâtiment. Lorsque vous achetez une maison sur plan, dans un lotissement, vous choisissez votre maison,
Elle est réalisée, vous la découvrez à la fin. Elle correspond au plan, vous avez parfois même visiter une maison témoin, théoriquement c'est censé correspondre à ce que vous aviez choisi. Lorsque un gros bâtiment est construit, un bâtiment industriel, un bâtiment, un grand immeuble, etc., dans le bâtiment, ils ont ce qu'ils appellent des réunions de chantier. On se voit chaque semaine, parfois avec l'architecte, pour voir ce qu'il en est. Et voir s'il n'y a pas de dérive, voir si tout correspond bien, s'il n'y a pas de dérive en termes de temps, de budget, parce qu'il y a forcément des choses qui ne se passent pas comme prévu. Si on va même dans la rénovation, on reste dans le bâtiment, dans la rénovation, il est quasiment certain que ça ne va pas se passer comme prévu. On va découvrir des choses, vous enlevez une fenêtre, il se trouve que le mur en tombe en même temps. C'est important d'avoir le client le plus régulièrement possible pour être sûr que vous allez lui livrer ce qu'il souhaitait en termes de valeur. Et donc pouvoir se réaligner régulièrement, parce qu'il va y avoir du changement. Forcément, ça dépend des cas. Il y a des cas, on parlait des problématiques simples. Une problématique simple, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un client hyper régulièrement? Peut-être pas. De temps en temps, c'est quand même pas mal. Et dans ces cas-là, on peut quand même dire qu'on est dans un processus agile, même si finalement on n'a pas le client parce qu'il n'y a pas forcément besoin de l'avoir. Je pose la question. Alors, on peut l'avoir au moment de la conception du produit. Effectivement, est-ce que cette nouvelle voiture correspond aux besoins à ce moment-là? Les plus jeunes d'entre nous se souviennent de la fameuse R14, hein, une voiture qui est sortie, qui a été un bide monumental. Il y en a quelques-unes, hein, des histoires industrielles comme celle-ci, qui ne correspondaient pas à ce que souhaitaient les clients, ou qui ne correspondaient pas à un besoin. Donc là, il manquait de retour client au moment de la conception. Une fois qu'elle est fabriquée, que c'est de la production en série, c'est même plus du projet. Ça n'empêche pas, par contre, de se poser régulièrement la question, est-ce que ce produit correspond au client? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Comment on peut l'améliorer? Mais au moment de la fabrication, on ne demande pas l'avis au client. L'agilité, c'est peut-être plus un état d'esprit, mais garder ces valeurs toujours à l'esprit. D'autres questions? Peut-être? Oui? Comment est-ce qu'on peut pratiquer l'agilité dans un environnement où l'agitation règne déjà? Ah, ça c'est une excellente question. Alors, vous avez 2 jours de conférence pour essayer de remédier à cela. D'excellentes conférences. Ce n'est pas simple, c'est déjà une volonté. Comment se décide l'agilité? Alors, est-ce que l'agilité se décrète? On a vu quelques exemples, ça fonctionne assez peu. Lorsque un top management vient décider d'imposer l'agilité, il faut faire l'agilité, il faut faire du Scrum. Ça marche assez moyennement, du recul qu'on peut en avoir. Il faut que ce soit, c'est une transformation par la transformation de l'entreprise, de transformation agile de l'entreprise. Il faut arriver à convaincre tous les niveaux en même temps. Donc non, c'est pas simple. Il y a plusieurs niveaux. À son niveau, on peut parfois montrer que ça peut marcher, avec la liberté qu'on peut avoir. Il y a des exemples dans certaines entreprises, les processus faisaient qu'on pouvait sortir un nouveau produit en 2 ans, une équipe est arrivée à montrer qu'on pouvait le faire en 2 mois. Après, est-ce que les gens sont convaincus ou pas? Si les gens ne sont pas convaincus, au bout d'un moment, on ne peut lutter qu'à son niveau. Si tout s'oppose, le marché de l'emploi est plutôt florissant en ce moment, je vous encourage à aller voir ailleurs. Si je n'ai pas la réponse, l'agilité n'est pas une méthode magique. La follagétation, ça marche à chaque fois, c'est vrai. Mais l'agilité, non, ça ne marche pas à chaque fois, ce n'est pas magique. Ça ne répond pas à tous les problèmes, malheureusement. Pour les gens qui croient. Bien. Écoutez, je vous remercie. Merci à tous. Merci beaucoup de votre participation. Je vous souhaite un excellent Agile Grenoble. Et profitez-en bien. Merci.